Cette vidéo est sponsorisée par Incogni. Salut les terriens et bienvenue sur le journal de la Starbase, l'émission où on fait le tour du développement du projet fou de SpaceX et de la fusée la plus puissante du monde, le Starship. Mais avant qu'on ne commence ce voyage ensemble, j'aimerais vous présenter le sponsor de cette vidéo, Incogni. Bon, Incogni, vous devez déjà en avoir entendu parler si vous suivez la chaîne, c'est un outil créé par Surfshark qui aide les utilisateurs à supprimer leurs données auprès des courtiers en information. Alors à quoi ça peut vous servir? Eh bien d'abord il faut comprendre que chaque jour, sans même que vous ne le sachiez, vos informations personnelles sont vendues en ligne. En fait, chaque mois vous transmettez vos données dans plein de situations différentes, par exemple lorsque vous créez un compte sur un site internet, que vous vous inscrivez à un jeu concours ou encore à une newsletter, et généralement dans les jours qui suivent votre inscription, vous commencez à recevoir des dizaines de spams de publicité en lien avec ce que vous recherchiez. Dans le même genre, vous recevez sans doute aussi chaque jour plusieurs appels indésirables pour vous proposer des primes bidons ou des services dont vous n'avez absolument pas besoin. Eh bien, c'est parce que quelqu'un a revendu vos informations personnelles à ces entreprises. Bon, il faut savoir qu'il existe en fait plusieurs centaines de courtiers en données qui accumulent vos informations personnelles pour les revendre ensuite. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez le droit de demander à ces courtiers de supprimer toutes les données qu'ils ont à propos de vous, afin de protéger votre vie privée. Mais la mauvaise, c'est que si vous souhaitiez le faire vous-même une entreprise à la fois, eh bien ça vous prendrait un temps fou. Incogni, c'est donc un service qui se charge à votre place de demander aux sociétés de courtage de données de supprimer vos infos personnelles, et tout ça de manière complètement automatisée. Tout ce que vous avez à faire, c'est créer un compte sur Incogni, leur préciser quelles infos vous voulez voir supprimées, et vous pourrez ensuite retourner tranquillement à vos activités pendant qu'Incogni se charge du reste. Pour profiter de ce service, le lien est dans la description, et les 100 premières personnes qui utiliseront le code ESPACE bénéficieront d'une remise de 60% lors de leur inscription. Alors à vous de jouer, et maintenant, place au Starship de SpaceX. Allez, on commence avec un petit peu de légèreté dans ce monde de brut, avec ce passionné du programme Starship qui semble s'être procuré une tuile de feu S-24, le deuxième étage star de la première tentative de tir d'avril dernier, qui, pour rappel, s'il y avait besoin d'un rappel, a explosé dans les airs avec son compagnon de premier étage, le B-7. Il est fort probable que ce type d'objet devienne dans quelques décennies de réelles pièces de musée de l'aérospatiale, s'arrachant un prix d'or sur les marchés. Je le dis souvent dans le journal de la Starbase, mais le programme Starship est l'un des rares programmes spatials à susciter autant d'engouement et à emporter avec lui dans son sillon toutes sortes d'ingénieurs, de néophytes passionnés et d'artistes. Ici, c'est Josh Lowy, graphiste 3D, qui nous propose régulièrement sur son profil X toutes sortes de visuels de la fusée de SpaceX. Je vous mets bien sûr le lien vers son compte en description de vidéo. Après le live de samedi dernier, où nous avons pu assister ensemble à la seconde tentative de vol de la fusée Starship, nous avons enfin quelques nouvelles. Alors dans le flash info du week-end, dont vous avez fait un résumé très succinct de cet événement avec les éléments dont nous disposions, et Philippe Ribert de son côté en a profité pour nous faire une analyse du vol en lui-même, et c'est là-dessus que nous allons nous concentrer aujourd'hui, car vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, pour faire une bonne enquête, rien de tel que de revenir sur les lieux du crime. En effet, le site de lancement a été le théâtre principal de ce fabuleux événement, et pendant qu'Elon Musk faisait son propre tour d'inspection du Stage 0, eh bien nous on a décortiqué les différentes phases de vol du S-25 et du B-9, et ça tombe bien parce que SpaceX commence à divulguer au compte-gouttes quelques vidéos assez sympathiques ma foi. Par une météo clémente, le samedi très tôt le matin, si tôt que certains comme Keith Wisner ont été réveillés par le fracas des 33 moteurs Raptor, lui faisant ainsi demander à SpaceX de mettre un silencieux sur le Starship la prochaine fois. Bon, commençons déjà par observer tout ce qui a bien fonctionné. Globalement, le site de lancement a tenu le choc, pourrait-on dire, en tout cas si on en croit les images postées par Musk lui-même, ainsi que par Ellie in Space, une observatrice désormais assidue de la Starbase. En reprenant les éléments dans le détail, nous pouvons aussi tirer de nombreuses informations du second vol. Cette fois-ci, les 33 Raptors se sont allumés de façon bien coordonnée sous la jupe du Heavy Booster. Le reporting en temps réel des états moteurs que l'on voit à l'image nous montre la séquence d'allumage. D'abord le groupe central de 13 moteurs, puis environ une seconde après, la série des 20 moteurs périphériques. Pas de raté cette fois, les précédents défauts d'allumage observés en avril dernier étaient probablement dus davantage aux conditions apocalyptiques régnant sous la table orbitale et son déluge de béton arraché qu'un problème de fiabilité des moteurs. Bonne résistance également du nouveau bouclier thermique de la table orbitale, dont le fonctionnement a démarré à T-5 secondes et semble avoir bien protégé les installations au sol au vu des premières images du survol réalisé dans la journée par RGV.
Ici, pas de dégradation notoire, mais nous reviendrons dessus un peu plus tard dès que nous aurons des informations complémentaires. Le site de lancement était même à nouveau ouvert dans la journée, ainsi qu'une manœuvre réalisée par les bras de la tour, sans problème de sécurité apparent, un très bon point donc. Bon, ce qui m'a frappé personnellement, c'est la rapidité avec laquelle le lourd vaisseau s'est arraché de son support et rapidement a pris de l'altitude et de la vitesse. Rien de comparable avec la lourdeur de la première tentative. Il faut y voir une poussée enfin nominale avec un fonctionnement parfait des 33 moteurs Raptor dont les tuyères dessinaient dans le ciel un disque pointillé bleu d'une intensité aveuglante, en un mot magnifique et hypnotisant. Le Starship ici ne contenait pas de charge marchande et ses réservoirs n'étaient pas totalement remplis, avec comme résultat un vaisseau un peu plus léger et donc une accélération meilleure lors de la phase d'ascension. Un comparatif seconde par seconde entre le couple B7S24 et le B9S25 est édifiant à cet égard, tous les seuils particuliers sont atteints bien plus rapidement. Le fonctionnement des moteurs est parfait durant toute leur durée de mission, soit 2 minutes et 45 secondes environ, avec une absence totale de lueur jaune ou orangée, témoignant d'une combustion parfaite du méthane, et d'une absence d'incendie dans les compartiments moteurs. Ici aussi, des modifications apportées au booster semblent avoir donné pleine satisfaction. Le début de la séquence de séparation a eu lieu vers 2 minutes et 47 secondes, à une vitesse de 5570 km/h et une altitude de 73 km. Nous sommes bien dans des valeurs comparables à celles d'une mission Falcon. Le B9 éteint simultanément 30 de ses 33 moteurs et ne conserve que le petit îlot central pour rester manœuvrable. Les images de cette séparation à chaud sont d'une beauté stupéfiante avec un anneau de flamme entourant brièvement le vaisseau. Puis, juste après, l'image des 6 moteurs allumés du Starship prenant son essor, c'était tout simplement grandiose. La séparation semble donc s'être passée conformément aux prévisions des ingénieurs. J'ai ici aussi été surpris de voir à quelle vitesse cette phase a été réalisée, avec un écartement du booster qui semble avoir été rejeté énergiquement sur le côté. Bon, il aurait vraiment été intéressant de pouvoir par la suite vérifier l'état du bouclier au sommet du booster, mais ce ne sera malheureusement pas possible. Peut-être d'ailleurs que des caméras embarquées par SpaceX ont permis aux équipes de contrôler de près cette phase sensible, mais ça n'est bien sûr qu'une supposition. La suite des événements par contre nous sort rapidement de notre petit paradis contemplatif, des événements non planifiés s'invitent alors dans ce scénario de rêve. Après sa séparation, notre vaillant B9 ressemble en fait à une fontaine céleste, montrant plusieurs jets de couleur blanche autour du compartiment moteur. Il n'y a pas de doute, ce sont des fuites d'ergol accidentelles dont la cause interroge le spectateur. Le booster rallume alors ses 13 moteurs centraux pour effectuer un demi-tour et effectuer sa manœuvre de freinage, comme prévu dans le plan de vol vers 2 minutes et 53 secondes, mais cette tentative fera long feu. Après toute une cascade d'arrêts et de remise en service autour des 2 minutes et 50 secondes, le dernier moteur s'éteint à 3 minutes et 18 secondes, la messe est dite, le B9 explose alors en vol 3 secondes plus tard dans un superbe spectacle. Les importants jets d'ergol que nous voyons très clairement sur les images avant l'explosion trahissent des ruptures franches de tuyauterie sur les circuits de méthane et d'oxygène liquide qui alimentent les moteurs. Ces ruptures inattendues peuvent provenir de l'arrêt un peu trop brutal de 30 moteurs en un seul coup. En effet, le méthane liquide descend vers le compartiment moteur par une longue tuyauterie de plusieurs dizaines de mètres, appelée downcomer, et à pleine charge, ce sont près de 20 tonnes par seconde d'ergol qui sont consommées par une horde de raptors affamés. La vitesse d'écoulement dans les tuyauteries est donc élevée, et un arrêt brutal du débit provoque un phénomène appelé fort justement marteau d'eau. La colonne de fluide en mouvement rapide dans la tuyauterie se heurte à pleine vitesse sur des robinets fermés, et occasionne une onde de choc destructrice. C'est peut-être un scénario de ce type qui est à l'origine de la triste fin de notre B9, qui de toute façon comptait ses dernières minutes de vie même dans le meilleur des scénarios. Un phénomène aggravant pourrait également provenir d'un désamorçage des aspirations dans les réservoirs suite au violent écart latéral subi par le booster lors d'une séparation un peu trop musclée. Les FTS ont donc été activés pour provoquer la destruction du booster. De toute façon, les fortes fuites mélangeant les deux ergols sur des moteurs encore brûlants étaient largement suffisantes pour provoquer l'embrasement final. Ce qui est malheureux là-dedans, c'est que la séquence de rétrofreinage n'a pas pu être validée et devra l'être lors d'un prochain vol. Paix à ton âme en tout cas, vaillant B9, tu as rempli brillamment la plus importante partie de ta mission. Pendant ce temps, notre intrépide S25, lui, poursuivait sa route vers les étoiles comme si de rien n'était, ignorant superbement le triste sort que venait de subir son acolyte. Une surprise, le S25 a allumé ses 3 Raptor Vacuum ainsi que ses 3 moteurs atmosphériques, alors qu'à plus de 70 km d'altitude, nous sommes largement au-dessus du niveau de la mer. Nous avions évoqué lors de notre précédente analyse que SpaceX pourrait envisager 2 scénarios différents, un fonctionnement à 3 moteurs vacuum seulement et un plein d'ergol limité à 700 tonnes, ou alors un plein quasi normal et une utilisation simultanée des 2 types de moteurs, c'est donc cette seconde voie qui a été jouée.
Il s'agissait ici probablement de tester le Starship avec sa future poussée nominale quand il sera équipé de 6 Raptor Vacuum, comme l'annonce en a été faite il y a quelque temps déjà. Bon, faire fonctionner des moteurs atmosphériques dans le vide est tout à fait possible, nous l'avions évoqué précédemment, mais cette option n'est pas pertinente sous l'aspect du rendement. Les tuyères Sea Level, les atmosphériques en français, étant nettement moins performantes dans l'espace que les grosses vacuums. En effet, avec un ISP respectif de 330 et 380, il n'y a tout simplement pas photo. La poussée avec 6 moteurs permet donc de se contenter de 5 minutes de marche pour atteindre la vitesse souhaitée. Une marche à 3 moteurs aurait à peu près doublé cette durée. Le S-25 poursuit son ascension, ou plutôt sa course à la vitesse orbitale, car sa trajectoire est maintenant quasiment horizontale. Il accélère à une altitude moyenne de 150 km au-dessus de la ligne de Kármán. On peut donc sabrer le champagne, une étape historique est franchie, car il est le premier Starship à pointer son nez dans l'espace comme on en parlait samedi. Les paramètres de vol sont bons pour ce que nous pouvons en juger sur les infos diffusées en direct, le petit point lumineux dans le ciel s'atténue avec la distance et tout semble aller pour le mieux. Nous assistons vers 7 minutes et 42 secondes à un panache circulaire qui pourrait correspondre à la mise à l'arrêt des 3 Raptors centraux. À ce moment, les liaisons avec le Starship ne sont toujours pas rétablies, les informations sont donc à prendre avec un peu de recul. La vitesse est alors de 24 000 km/h, soit 4 000 km/h sous la vitesse orbitale, mais planifié ou pas, il ne l'atteindra jamais. En effet, à 8 minutes et 10 secondes, une tache lumineuse dans le ciel trahit la fin brutale du S-25 pour une raison exacte non déterminée au moment où j'écris ces lignes. Vu l'altitude et la vitesse tout de même importante, il ne restera malheureusement aucun débris exploitable à des fins d'analyse sur Terre, et ça c'est vraiment dommage. Que vous trouviez que ce vol soit une réussite ou non, rappelons-nous qu'il ne s'agit ici que du deuxième pour ce géant de l'espace, qui, parti d'une feuille blanche il y a moins de 8 ans, parvient aujourd'hui à franchir la barrière de l'espace, ce qui n'est pas rien. La démonstration de la fiabilité des Raptors est faite, malgré la perte des 2 vaisseaux, ainsi que la validité d'une telle puissance concentrée en un seul objet volant. Le pas de tir également avec ses nombreuses modifications semble apte à assurer plusieurs lancements consécutifs sans travaux de réparation trop importants. Le bilan est donc largement positif. Les axes de développement pour SpaceX tourneront certainement autour de la tuyauterie interne des vaisseaux afin de la renforcer et éviter les fuites en vol toujours fatales. Un étagement sur quelques secondes de l'arrêt des 30 moteurs sur le booster pourrait également constituer une solution en évitant le redoutable marteau d'eau dont nous avons parlé. Par contre, ce vol n'a malheureusement pas permis de valider les mesures liées au retour sur Terre des appareils, ni pour le booster qui devra un jour se poser bien droit dans les bras de sa tour préférée, ni pour le Starship dont les tuiles, dispersées aux 4 coins de l'océan, n'ont pu démontrer leur efficacité encore une fois. D'ailleurs, les images montrent que bon nombre d'entre elles se sont détachées bien avant sous l'effet des vibrations. Ça promet encore de belles sueurs froides pour les ingénieurs de SpaceX lors du prochain vol. En tout cas, il faut bien en laisser un peu pour les suivants, un duo B10S28 suivi d'un B11S29 ou autre pourquoi pas, la relève est d'ores et déjà assurée, n'en doutons pas. Elon Musk en a profité pour remercier l'AFA, la Fédération américaine de l'aviation, ainsi que FWS, Fish and Wildlife Service, pour leur rapidité. Le point le plus embêtant, c'est finalement que l'administration jugeant que cette mission a été un échec, une nouvelle autorisation devra être demandée par SpaceX avant toute nouvelle tentative, car il y a forcément eu des impacts sur l'environnement, même s'ils sont cette fois difficilement quantifiables. La suite très bientôt, nous l'espérons tous, mais probablement plus sur début 2024 que fin 2023, qui a, bon an mal an, été une année riche en suspense et en rebondissements divers pour notre vaisseau préféré, le Starship. Allez, aujourd'hui dans les questions des abonnés, j'ai choisi celle de Philippe. Bon, bien sûr pas de Philippe Ribert, non, lui il aime bien répondre à vos questions, mais pas au point de faire lui-même les questions sur le... Enfin, vous m'avez compris quoi. Donc la question de notre Philippe c'était « Bonjour Quentin, un Starship lunaire qui se pose comme la fusée de Tintin, cela fait rêver. Pour rester dans le rêve, serait-il possible de créer une gravité artificielle à l'intérieur du Starship avec une section tournante semblable à celle du Discovery dans le film 2001, ou bien le diamètre de la fusée n'est pas assez grand ?» Je pense aussi à la difficulté de transvaser le carburant d'un vaisseau à un autre dans le vide. Faire tourner un vaisseau sur son axe ne pourrait-il pas pousser le carburant vers la valve de sortie grâce à la force centrifuge ? Eh bien, merci Philippe. Alors sache que Philippe, le nôtre, celui du journal de l'espace, est content de répondre à un autre Philippe, surtout quand il est tout comme lui passionné de science-fiction. Le sujet du ravitaillement des Starships a déjà été traité à de nombreuses reprises dans de précédentes réponses. Comment ça, tu nous as pas toutes vues ? Bon, en tout cas, trêve de plaisanterie, ta remarque est tout à fait pertinente, et hop, on va donc remettre une petite couche. Effectivement, dans ma réponse précédente sur les différents formats de Starship dédiés à l'exploration spatiale, j'évoquais le cas des accouplements en rotation de 2 vaisseaux, afin de recréer une gravité artificielle pour les voyages au long cours.
Dans le cas de l'accouplement par le nez, sportif mais possible, la géométrie de l'ensemble présente pas mal d'avantages sur le plan mécanique. L'effort de traction dans l'axe des fuselages est profitable à une répartition régulière et homogène des contraintes mécaniques dans les coques des deux appareils, en formant un mobile en rotation bien symétrique. De même, cette disposition, nous l'avons évoqué précédemment, facilite grandement l'aménagement intérieur du chip avec des étages superposés. Dans l'objectif de la création d'une gravité artificielle à destination du confort des passagers sur un voyage de longue durée, il est nécessaire de prévoir un câble d'amarrage de grande longueur, avec comme corollaire une vitesse de rotation des deux vaisseaux la plus lente possible, afin de limiter les effets pervers de la force de Coriolis, force dont on ne souhaite pas généralement qu'elle soit avec nous. Amateur de science-fiction, tu auras bien saisi la fine allusion. Cette force cachée et joueuse permettra aux futurs astronautes en rotation sous gravité artificielle de se rincer les pieds à chaque fois qu'ils se serviront un verre de thé. Bon, ça peut être marrant la première fois, mais ça va être usant à la longue. Cet effet vient du fait que les objets lancés à l'intérieur de l'habitat, en rotation, ne sont plus entraînés en rotation par contact avec une paroi ou une main qui les guide, mais volent en pure ligne droite, sans aucune contrainte. Leur trajectoire est donc différente du reste de l'habitat en rotation, dont notre pauvre astronaute fait partie, et qui verse son thé à côté de sa tasse, pourtant tenu bien conformément aux règles en vigueur sur Terre. Dans le cas du seul besoin de plaquer les ergols au fond de leur réservoir, un rayon de rotation plus faible est tout à fait possible, et même pratique. En fait, il suffirait d'attacher le nez des deux vaisseaux entre eux directement sur un moyeu intermédiaire, sans aucun câble, puis de mettre l'ensemble en rotation à l'aide de petits thrusters. Une gravité entachée d'une forte déviation de Coriolis apparaîtrait, mais sans inconvénient pour cette manœuvre. Une fois les liquides plaqués au fond des réservoirs, on n'aurait plus aucun problème d'aspiration pour les pompes qui peuvent travailler confortablement sans phénomène de désamorçage. Et en sortie de pompe, plus de problème non plus, puisque nos précieux ergols sont pressurisés à quelques bars et circulent ensuite sans aucune difficulté dans des tuyauteries remontant vers le chip receveur qui tourne juste en face du chip donneur. Précisons aussi que pour réussir cette opération de transfert d'un chip à l'autre, il n'est pas nécessaire de viser une gravité terrestre de 1 G, une valeur beaucoup plus faible, le quart par exemple, suffira largement à la réussite de l'opération, ce qui simplifiera d'autant la mise en œuvre de cette technique. Bon, nous l'avons déjà dit à de nombreuses reprises, la mise au point et la réussite de cette phase importante du programme va bientôt devenir une priorité, car c'est elle seule qui permettra toute la suite du programme interplanétaire, et oui, sans ravitaillement, pas de possibilité d'aller au-delà de l'orbite terrestre. Allez, je vais prendre maintenant la question de Habis qui revient sur le choix de SpaceX concernant ses ergols. Pourquoi ne pas mélanger le méthane et l'oxygène dans un seul réservoir et éviter 2 turbopompes sur les moteurs et toute la complexité des réservoirs? Avec les progrès réalisés depuis les années 60, ne peut-on pas garantir la sécurité du mélange? Ah ça, très cher Abyss, pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt? Ce serait effectivement du gâchis. Mais au risque de te décevoir, je vais devoir modérer un petit peu ton optimisme technologique, parce que si l'idée semble au premier abord assez géniale par la simplification qu'elle pourrait apporter, elle se heurte en fait à de nombreux obstacles, tant physiques que technologiques. Associer un carburant et un oxydant dans un même réservoir, ça existe déjà en fait, et même pour des engins de très forte puissance, je te laisse trouver un exemple. Alors oui, en effet, les boosters latéraux de la navette spatiale ou du plus récent SLS associent les deux acteurs chimiques dans un même compartiment, mais il s'agit ici d'un mélange homogène de poudre et d'autres produits liants qui en font une masse mécaniquement stable. La combustion de ce mélange solide est notamment prévue pour être progressive et non explosive. Quand un propulseur à poudre est allumé, la combustion s'effectue à la surface de la matière et ne se propage donc pas brutalement sous forme de détonation destructrice. Il s'agit du modèle le plus simple et nécessitant très peu de moyens et de soins. Les ergols solides peuvent d'ailleurs être entreposés plusieurs années, ils sont faciles à transporter et surtout ils sont peu chers. Pour toutes ces raisons, on le retrouve dans la plupart des missiles tactiques et balistiques et dans les propulseurs d'appoint. On utilise le terme de propergol pour désigner un mélange oxydant-réducteur autonome de ce type de moteur. Il existe aussi, bien sûr, ne les oublions pas, de petits moteurs à l'architecture très simple utilisant un seul composé chimique stocké dans un unique réservoir. Dans ces moteurs sont utilisés des composés chimiques très réactifs à forte capacité toxique pour l'environnement, comme le peroxyde d'hydrogène par exemple. Ce genre de moteur est et était utilisé pour manœuvrer de petits engins spatiaux grâce à leur capacité de rallumage facile et fréquent, avec une grande fiabilité et simplicité mécanique. Bon, toi, j'imagine que dans l'exemple que tu proposes, tu penses bien évidemment à des étages de forte poussée, type Booster et Starship. Alors cette fois, autant le dire tout de suite, du monocomposant, eh bien on oublie tout de suite. Le choix du couple carburant-oxydant utilisé par SpaceX a été fait en prenant en compte divers paramètres, comme notamment la possibilité de fabriquer du méthane sur Mars en utilisant les ressources locales de la planète. Pour rappel, le méthane gazeux devient liquide après avoir été comprimé fortement, puis refroidi, puis enfin détendu à une pression basse à laquelle il se condense enfin sous forme liquide à moins 161,7 degrés à pression atmosphérique.
Par la suite, sa conservation ne nécessite plus de forte pression, pas de réservoir blindé donc, et seule une bonne isolation thermique est requise pour éviter son évaporation trop rapide. Quant à l'oxygène, liquide à pression atmosphérique à moins 183 degrés Celsius, il présente une densité supérieure à celle du méthane avec 1,141 kg par litre. Bon, si les deux liquides sont a priori mélangeables, le résultat de l'opération, c'est d'obtenir une véritable bombe qui ne demande plus qu'une petite pichenette énergétique pour exploser brutalement. Utiliser ce mélange serait comme utiliser des bâtons de dynamite comme chandelle d'éclairage. C'est aussi risqué pour la fusée en vol que pour la ferme à ergols qui doit préparer le mélange. Il existe en fait d'autres raisons à l'impossibilité de mélanger ces deux ergols, liées au fonctionnement même des moteurs de forte puissance. Les moteurs style Raptor utilisent des turbopompes de très grande puissance pour aspirer et pressuriser les ergols à près de 800 bars dans les dernières versions, en faisant fonctionner une turbopompe avec un mélange oxygène-méthane. La combustion des pré-brûleurs, ou pré-burners si vous préférez, remonterait par les tuyauteries vers le réservoir principal, occasionnant un feu d'artifice mémorable. De même, les tuyères motrices à double paroi, actuellement refroidies par une circulation de méthane pur, ne supporteraient pas la présence d'oxygène à haute température et fondraient instantanément. Donc en conclusion, si une telle simplification avait été possible, il y a fort à parier que les audacieux ingénieurs motoristes l'auraient déjà mise en œuvre depuis longtemps. On peut alors conclure sans trop de risques, sauf percée technologique inattendue, que la propulsion spatiale chimique traditionnelle des moteurs fusées de forte puissance devra conserver une séparation claire de ses fluides vitaux. Pour terminer sur une petite touche marrante, pour ma part je préfère avoir un verre à vin blanc plus un verre à vin rouge posé devant mon assiette plutôt qu'un mélange des deux, même si ça fait plus de vaisselle à laver après. Bon, et je ne sais pas si je dois le préciser ici, mais bien évidemment l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, tout comme l'abus d'ergol pour le Starship. Voilà. Merci d'avoir suivi le journal de la Starbase, n'oubliez pas le traditionnel pouce de YouTube, et merci à Incogni d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Vous retrouverez tous les détails de leur offre en description de vidéo. On se retrouve vendredi avec l'actualité spatiale de la semaine. En attendant, prenez soin de vous. Ciao les terriens.